RCF. Ouvrons les guillemets. Gilles Laporte, mon invité du jour, Éric Mutschler. Bonjour Éric Mutschler. Bonjour Gilles Laporte. Pas facile à prononcer, Éric Mutschler. Oui, je vous le fais très bien. Oui, merci. Oui, vous êtes d'origine alsacienne et vous êtes toujours alsacien. Oui, quand on me demande si je suis d'origine alsacienne, je rectifie en général en disant non, je suis alsacien. C'est pourquoi j'ai corrigé tout de suite. Vous avez bien fait. Mais vous résidez en Lorraine, à Xirocourt plus précisément, petit village du Saintois, petit village qui a eu son heure de gloire grâce au Chopin, la famille Chopin de Frédéric. Tout à fait. Je vois que vous êtes bien renseigné. J'ai beaucoup travaillé sur les Chopin, il faut dire que le personnage me plaît beaucoup. Oui, donc vous êtes lorrain d'adoption, mais alsacien de cœur, d'âme, de culture et d'esprit, et vous êtes né là-bas, dans le Ried, à Fegersheim plus précisément, le 2 novembre 61, on peut encore le dire. Hein. Absolument. Ouais. Vous avez passé un bac d'abord, puis vous avez enchaîné avec un master 2 en droit de l'environnement. Vous avez ensuite, pour le plaisir, comme ça, pas pour vous amuser, parce que vous l'avez fait sérieusement, passé une deuxième fois un bac, mais agronomie cette fois. Pourquoi ? Tout à fait. Eh bien, justement, alors peut-être pas forcément par plaisir, parce que c'est quand même un travail. Le travail peut être un plaisir aussi. Aussi, tout à fait, encore qu'étymologiquement, c'est contradictoire. Mais en tout cas, par intérêt, ça c'est sûr. Et puis, peut-être que c'était ma vocation initiale. J'aurais sans doute aimé, je me souviens avoir mis comme vœu vous savez, au moment où on fait l'orientation scolaire, je rêvais de devenir ingénieur agronome. Et voilà, mes antécédents familiaux faisaient qu'on me voyait plutôt dans le commerce. Bon, qu'à cela ne tienne. Et puis au fur et à mesure, j'ai résisté. Probablement aussi par la découverte de ce master. À l'époque, on parlait de DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, je crois. Oui, c'est ça. Oui. On parlait de master en droit de l'environnement. Et donc, ça a été pour moi un enjeu. Et je suis probablement plus fier de ce bac agronomique que tout le reste. Et vous avez tout naturellement marché vers l'environnement ensuite, l'agronomie, le droit de l'environnement vous a mené vers la passion environnementale cette fois. Alors, vous êtes aussi chroniqueur dans notre belle radio RCF, et vous y avez là quelques minutes par semaine qui devraient nous éclairer, nous ouvrir l'esprit, en tout cas nous élargir le champ de vision quant aux problèmes environnementaux. Racontez-nous un peu ce qu'est cette chronique. Alors cette chronique s'appelle Durablement Vôtre, comme l'émission que je présente et que diffuse RCF Lorraine-Nancy 2 fois par semaine, parle effectivement de développement durable, mais au sens large. Vous savez, Gilles, on a quelquefois malheureusement tendance à réduire le développement durable, en tout cas à le rapporter au seul aspect environnemental ou écologique. Or, le développement durable, c'est ce qui se passe à l'intersection, à l'intersection des 3 sphères de l'économie, de l'écologie et du social. Et donc, en fait, je ne sais plus trop comment c'est né. Je crois que c'est un appel lancé par RCF qui disait voilà, on cherche des chroniqueurs. Moi, à l'époque, je faisais cette émission. J'ai postulé. Toujours est-il que c'est toujours encore du bénévolat, bien sûr. Et donc, je tiens cette chronique de 3 minutes tous les lundis. Alors, depuis le 1er janvier 2018, tous les lundis matins à 7h12 en direct. Comment est-ce que vous êtes venu à cette passion de l'environnement ? Est-ce qu'il y a eu un événement, une situation particulière qui vous a fait plonger dedans ? Je ne crois pas. Vous disiez tout à l'heure, je suis venu à l'environnement de façon naturelle. Je ne crois franchement pas, parce qu'encore une fois, il y avait à l'époque une très forte pression parentale. Mon père était directeur commercial d'une entreprise de meubles connue et établie en Alsace. Me voyait probablement bien prendre la succession. Et puis, je me souviens que en étant en licence de droit à l'époque, voilà, j'ai passé plus de temps à garder des moutons dans les Vosges chez des amis qui avaient une ferme auberge à Grendelbruch que sur les bancs de la fac. Et je me souviens même avoir contacté à l'époque, ça se faisait encore par courrier, l'école de foresterie de Mirecourt, parce que honnêtement, je ne me vois. Alors peut-être, ça c'est peut-être un regret, le métier d'avocat, probablement.
m'aurait bien plu, mais voilà, ça a été. Alors, à l'époque, quand j'étais en droit de l'environnement, on était des martiens. On était des martiens il y a de ça 30 ans. Tous les copains faisaient droit des affaires, droit européen, et toi l'année prochaine tu fais quoi? Du droit de l'environnement. Et la radio, c'est une passion aussi, non? Alors ça, Vous êtes un homme de communication, semble-t-il. Je ne sais pas, je prends ça pour un compliment, Gilles. Bien sûr, c'en est un. Ça, je le dois, et je le signale d'ailleurs dans mon recueil, à Anne Deslois, que j'ai connue lorsqu'elle était ici, dans cette maison directrice. Et que j'ai connue dès sa naissance. Ah, je n'irai pas jusque-là, donc vous la connaissez très bien. Et par, alors il n'y a pas de hasard évidemment, mais pour une raison qui n'avait absolument rien à voir avec la radio, je l'avais rencontrée, et depuis l'an d'aiguille, elle m'a dit « Ah, vous vous intéressez au développement durable, écoutez, je vous propose une chronique, justement ». Donc j'ai fait ça 1 an, de façon tout à fait passionnée, en découvrant, et puis l'année suivante, elle m'a proposé une émission de 26 minutes, et puis voilà, depuis l'an d'aiguille, j'ai découvert la radio, et alors là, pour le coup, oui, j'y prends plaisir. Alors ce livre qui sort là aujourd'hui s'intitule Durablement Vôtre, chronique 2015-2016. C'est un recueil de ces chroniques que j'ai lues avec, j'allais dire, intérêt, plaisir, parfois coup de colère, parce que ce sont des coups de gueule, mais aussi avec enthousiasme, parce qu'il y a aussi de belles perspectives dans ces textes que vous publiez et qui ont fait l'objet d'abord d'une présentation radiophonique. Vous examinez absolument tout, vous abordez tous les sujets là-dedans, tous les sujets qui nous touchent de près, qui touchent la nature, qui touchent l'action de l'homme sur la nature. Quel est le sujet qui vous a le plus accroché dans toute cette expérience d'observation de plusieurs années ? Alors, je me suis ou passionné ou mis en colère. Oui. Alors, ce qui me met en colère, c'est la plupart des choses en général. Mais je me suis aperçu, d'ailleurs, à la mise en forme de ce livre, que il y a des sujets qui revenaient souvent, notamment l'agriculture bio. Ça, c'est un point. Les abeilles, effectivement, ce qui touche à la nature, mais pas seulement. Et de mémoire, il y a des sujets qui touchent à la gouvernance, donc forcément à la politique aussi un peu. Et encore une fois, on a tort de vouloir réduire le développement durable aux seuls aspects environnementaux. Et puis il y a des chroniques dont je suis plutôt fier, d'autres un peu moins, parce que voilà, même dans l'écriture, c'est pas toujours très bon, mais en général, il y en a quelques-unes qui me plaisent bien. Alors je vous en lis une. Après que vous l'ayez dite à la radio. C'est un privilège. Les arbres d'alignement. C'est une chronique du 3 mars 2015. Le 26 janvier dernier, notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dévoilait les 26 mesures de son plan d'action pour la sécurité routière. Si l'objectif du ministre est louable, moins de 2000 morts sur la route en 2020, ce qui fait malgré tout en 5 ans quand même 10 000 morts de trop, mais visiblement jugé comme étant acceptable, je vous laisse méditer ce chiffre, il est vrai que nous venons de loin. Songez qu'en 1973, on recensait 18 000 morts en France, victimes d'accidents de la route pour un parc automobile qui comptait 14 millions de véhicules. Sans les mesures drastiques de prévention routière, nous en serions aujourd'hui proportionnellement à plus de 50 000 tués, le nombre de véhicules en France ayant plus que doublé en 40 ans. Pour autant, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime à 3 388 décès la mortalité routière de l'année 2014, soit une hausse de 3,7% par rapport à 2013. Selon ce même observatoire, cette augmentation s'explique en premier lieu par une hausse sensible de la mortalité routière de 3 catégories d'usagers particulièrement vulnérables, les piétons, plus 8%, les cyclistes, plus 8%, et les cyclomotoristes, plus 6%. C'est sans doute la raison pour laquelle la 26e mesure du plan d'action prévoit, sous le vocable vague de démarches d'amélioration de la sécurité routière, d'audit de sécurité et de partage des bonnes pratiques, la bonne vieille recette consistant à supprimer les arbres des bords de route. Or, le nombre de ces arbres n'a pas augmenté depuis 2013. Alors pourquoi s'en prendre à ces alignements qui, non seulement participent de très nombreuses études le prouvent à la sécurité routière, mais constituent également des éléments de notre patrimoine naturel? Mon propos n'est évidemment pas de jouer la vie des arbres contre celle des... Mon propos n'est évidemment pas de jouer la vie des arbres contre celle de mes concitoyens, mais enfin que je sache, on ne supprime pas les voitures sous prétexte qu'elles sont à l'origine des accidents. Au contraire, en s'en prenant aux arbres d'alignement, le ministre donne aux automobilistes un signal fort en leur disant « Allez-y, vous pouvez rouler sans risque, je vous dégage la route ». De plus, cette mesure induit l'idée qu'il y aurait 2 catégories de fautes, l'une excusable, comme percuter un arbre, l'autre inexcusable, comme faucher un abribus. En réalité, la question que nous posent les arbres au bord des routes rejoint celle qui se pose aujourd'hui à l'humanité tout entière à l'égard de notre planète, à savoir « Dans quel monde voulons-nous vivre ?» Dans une bulle au volant d'une arme en harmonie dans des pays... Dans une bulle au volant d'une arme ou en harmonie dans des paysages dont nous savons apprécier la beauté,
Et puisque c'est le sujet de ma chronique, je demande si je ne me suis pas... Et puisque c'est le sujet de ma chronique, je me demande si je ne me sens pas plus en sécurité avec les arbres qu'entouré de bulles armées. Donc voilà, c'est un exemple de votre invitation à la réflexion, en même temps que d'un humour caustique qui permet de bien situer les choses. Vous êtes un amoureux des arbres. Bien sûr. Comme de la voiture. Amoureux de la voiture, non. Amoureux des arbres, oui. La voiture est un outil. Absolument. Il y a bien sûr d'autres... Je peux ajouter un élément, bien sûr, bien sûr. Gilles, qui ressort de cette chronique, c'est aussi, vous mettez en exergue le travail de recherche. Vous avez noté les nombreuses références. Bien sûr, les pourcentages. Une autre question, pourquoi le choix de cette chronique-là parmi les 83 ? Toutes sont très intéressantes, voire passionnantes, je l'ai dit en introduction, mais celle-là porte peut-être dans ses plis davantage d'humour que certaines autres. Et puis parce que vous êtes un amoureux des arbres. Bon, voilà, vous avez compris. La nature est pour moi quelque chose de très important, comme les abeilles. Les abeilles. Il y a plusieurs chroniques là qui parlent des abeilles. Vous dénoncez par exemple le Sénat tueur d'abeilles. Expliquez-nous. Alors le mot n'est pas de moi, il est de l'association Agir pour l'environnement. Eh bien parce que il y a des dispositions aujourd'hui concernant les pesticides, notamment les fameux néonicotinoïdes. C'est une famille de pesticides extrêmement ravageurs que la France se décide à toujours pas interdire. Alors il y a eu entre-temps, bien sûr, parce que ces chroniques datent de 2015-2016. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça met aussi la réflexion en perspective. Mais ce qui est extraordinaire, et on retrouve d'ailleurs la même résistance de la part du Sénat dans d'autres problématiques. Je pense par exemple à les aliments bio dans les cantines. Voilà, exactement. Et là, on peut se poser la question. En tant que juriste, personnellement, je suis assez attaché au bicaméralisme, c'est-à-dire le fait d'avoir deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ça permet de temporiser, etc. Mais là, quand même, on peut se poser des questions. Alors, quand on sait que Serge Dassault a été jusqu'à l'année dernière, avec 92 ans, le doyen des sénateurs, on peut se dire que, voilà, il y a peut-être un problème ici d'adéquation entre nos élus et les demandes et les attentes de la société civile. Notre-Dame-des-Landes. Autre sujet évoqué dans ce recueil de chroniques. Alors, quelle est la position aujourd'hui d'Éric Mutchler sur le sujet, qui a évolué depuis? Oui. Justement, c'est là où c'est intéressant aussi de mettre ça en perspective. Déjà très heureux, évidemment, pour le site en lui-même. Mais là aussi, se prenant franchement en colère par rapport aux tergiversations, à l'absence de dialogue démocratique. On retrouve d'ailleurs la même problématique. Alors on a l'impression maintenant que la violence policière qui s'est longtemps exercée sur Notre-Dame-des-Landes est en train de glisser sur Bure. Vous savez, ce projet de poubelle nucléaire en Lorraine, région Grand Est. Il faut le préciser parce que tout ça, ça nuit terriblement à l'image, par exemple, du vin blanc d'Alsace ou du champagne. Voilà, je déplore le fait qu'en 2017-2018, nous en soyons encore dans cette incapacité à gouverner autrement, à coup de manifestations, à coup de répression policière souvent violente. Voilà, j'ai du mal avec ça. Dans une chronique intitulée « Démocratie et légitimité », vous examinez la manière dont sont élus nos responsables politiques aujourd'hui, compte tenu du nombre très important d'abstentions et de cette règle de 50%. Il faut avoir la majorité, bien évidemment, pour être élu. Ce qui veut dire que, dans certains cas, on peut être élu avec 30% des voix, et on l'a vu plus récemment avec 14% des voix. Et on le voit dans les prochaines élections partielles qui vont avoir lieu sur Besançon, me semble-t-il. C'est ça, oui. Alors, bon, là, c'est un vrai coup de gueule, qui est un coup de gueule de défenseur de la démocratie. Oui, parce que la démocratie est un élément fondamental du développement Elle durable. fait partie de notre décor naturel, si tant est que nous soyons des républicains. Pour le moins. Pour le moins. Autre sujet, un peu plus ancien celui-là, mais qui a des répercussions encore aujourd'hui, Tchernobyl, que vous évoquez. Le salon de l'agriculture. Ah, vous avez plus d'une dent contre le... vous militez pour un salon des agriculteurs. Oui. Quelle différence. Mais oui, parce que on s'aperçoit. Alors, un petit exemple, la vache vosgienne qui me tient énormément à cœur. Oui, moi aussi. Eh bien, aujourd'hui, on s'en sert à tout bout de champ en marketing pour vendre du Munster, en faisant croire aux consommateurs que le Munster est fabriqué avec du lait de vache vosgienne. Il faut quand même savoir que la vache vosgienne a failli disparaître du paysage. Il restait quelques bêtes, quelques milliers de bêtes. Ou quelques dizaines de bêtes. Ou un peu plus peut-être. Allez, 150 dans les années 50, 55.
J'en ai un peu plus, mais qu'importe. Sinon, après, on rentre dans des problèmes de consanguinité. Mais bon, voilà. Effectivement, le cheptel allait disparaître et ce sont des amoureux vosgiens, des éleveurs vosgiens, des vrais paysans qui ont monté le nombre de têtes. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10 000. Le cheptel est stabilisé, mais pas encore totalement. On a eu une émission consacrée à ce sujet il y a quelque temps. Et je vais en faire une également sur Durablement Vôtre. Et là, on se sert de cette vache vosgienne, alors que la plupart des minsters vosgiens sont fabriqués avec du lait de Holstein, de Prime Holstein. De vache à lait qui produit à peu près le triple de ce que produit une la vache. vosgienne produit 4500 litres à peu près par an, alors que la Prime Holstein va jusqu'à 12 000 litres. C'est ça, vous êtes bien renseigné. Ah oui, je crois que c'est un sujet qui... Et là, il y a des agriculteurs, il y a des paysans aujourd'hui qui font un métier de grande valeur, qui font des produits de qualité, qui font de la viande, des légumes de qualité. Et puis on a les agrochimistes, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui font vraiment un travail irresponsable. Voilà, nous avons apaisé notre enthousiasme à propos de l'environnement, de l'agriculture en particulier, grâce à Nino Rota. C'était la suite du ballet La Strada, interprété par l'Orchestre Philharmonique de la Scala, dirigé par Riccardo Muti. Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF. Et avec notre invité du jour, Éric Mutschler, pour son livre Durablement Vôtre. C'est un recueil de chroniques qu'il tient sur RCF toutes les semaines, et ce sont les chroniques de 2015 à 2016. Alors j'aimerais qu'on parle d'autres sujets qui sont abordés dans ce livre. Le loup, par exemple. Tiens, le loup, avec une anecdote savoureuse, celle-là concernant une peluche, à propos du Tour de France. Oh oui, mais vous avez vraiment lu mon livre, Gilles Laporte. Évidemment, je lis tous les livres des auteurs que je reçois, bien évidemment. C'est un grand professionnel. Alors de mémoire, si mes souvenirs sont exacts, c'est la mascotte du Tour d'Italie, sous forme de loup, qui a été interdite, je crois, ou en tout cas il y a eu des levées de boucliers contre cette mascotte. Oui, le Tour d'Italie faisait un petit détour par la France. Voilà. Et lorsqu'il a franchi la frontière, les éleveurs français ont exigé que la peluche représentant un loup soit retirée de la caravane. Alors que le loup ne pose aucun problème en Italie. Alors pourquoi pose-t-il des problèmes en France, Parce Eric ? que nous sommes en France. Oui, mais alors, ça ne me suffit pas comme réponse. Mais c'est le même problème que Notre-Dame-des-Landes, cette incapacité à se mettre autour de la table, à dialoguer, à essayer de trouver des solutions. Et on est toujours... Alors, oui, probablement que c'est très franco-français, c'est pas un hasard si Astérix a un tel succès en France. On est dans cette culture de l'affrontement, de la confrontation. Il faut d'abord faire grève, il faut d'abord qu'il y ait un tué sur un projet de barrage pour qu'on en vienne à d'autres considérations. Et est-ce qu'on est moins respectueux, nous, en France, de l'environnement que les Italiens, les Espagnols, par exemple, qui ont le même problème que nous ? Enfin, qui connaissent la même situation, mais pour lesquels ce n'est pas un problème. Alors, déjà, la France est très très riche.
malgré tout encore aujourd'hui en espace naturel, mais on est d'ailleurs, le Conseil de l'Europe publie tous les 2 mois régulièrement un calendrier sur l'état d'avancement de la protection des espaces naturels en Europe, et la France n'est pas toujours très très bien notée. Je sais pas, il y a un livre récent, l'auteur m'échappe, c'est une universitaire de Reims, me semble-t-il, qui a écrit un bouquin qui s'appelle la nature, les Français et la nature. Et elle explique comment et pourquoi les Français ont un certain désintérêt, contrairement aux Anglais par exemple, ou en tout cas les pays anglo-saxons qui ont un très grand attachement à la nature. Quand vous comparez par exemple le nombre d'adhérents en France, militants, en tout cas adhérents, même pas militants, simplement adhérents dans les associations de protection de la nature. L'association qui aujourd'hui en France bénéficie du plus grand soutien, c'est la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, c'est 50 000 membres. C'est rien comparé qui est aux mené par anglo-saxons. Alain Maugrain-Dubourg. Absolument. Comparé aux anglo-saxons, où il y a des millions en Angleterre, aux États-Unis, évidemment la proportion n'est pas la même, mais précisément proportionnellement, c'est considérable. La littérature, par exemple, la France a toujours une approche de la nature qui est très jardinée, très maîtrisée. Descartes, on y revient, quoi. Bon, voilà, on connaît aussi. Les jardins à la française. Voilà, c'est ça. Et ça perdure, et on a toujours un rapport très utilitariste à l'environnement. On a besoin de maîtriser, de tailler. Voilà, alors c'est de dominer. À dominer, absolument. D'affirmer son pouvoir sur la nature. Mm. Jusqu'au moment où elle se venge un peu et où il pleut et les rivières débordent. Alors l'eau, que d'eau. Que d'eau. C'est une de mes chroniques. Oui, alors que dit-elle celle-là ? Alors cette chronique, c'est aussi un peu la vocation de ces chroniques. Alors c'est évidemment très modeste de ma part, mais à faire un peu réfléchir. Et je suis toujours assez content quand je trouve une formule. Vous connaissez le principe de la chronique, c'est l'ellipse. On commence par un sujet, on développe, et puis on essaye de retomber sur ses pieds en fin de chronique. Mais en réalité, quand on réfléchit bien, évidemment, l'eau tombe, ça on n'y peut rien. En revanche, là où nous sommes responsables, c'est sur l'imperméabilisation et l'artificialisation des sols. Il y a un chiffre, Gilles, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, l'équivalent de la surface d'un département de la France disparaît sous le béton tous les 6 ans et demi. Tous les 6 ans et demi. Si vous faites le calcul, compte tenu de la surface française, en l'espace de 600 ans. Vous voulez bien répéter ça, Eric, parce que je crois que un bon nombre de concitoyens ne connaissent pas, ne se rendent pas compte de l'importance de cette détérioration. Eh bien, l'équivalent du département de la Meurthe-et-Moselle disparaît en France tous les 6 ans et demi sous le béton. Donc 90 ans, il n'y a plus de France rurale. Ah, déjà rurale, et puis dans 500 ans, la France entière sera bétonnée depuis les plages atlantiques jusqu'au sommet du Mont Blanc. Si vraiment on va dans ce sens-là, c'est absolument effrayant. Donc il ne faut pas s'étonner que, évidemment, l'eau... Alors, comparé justement aux espaces naturels, aux zones humides qui sont importantes, quand l'eau tombe dans les zones humides, ça fonctionne comme une éponge. Alors, l'exemple que je prends dans ma chronique, c'est une bassine dans laquelle, au fond, on met des éponges, on fait couler de l'eau, les éponges gonflent et il n'y a pas d'eau. Vous retirez les éponges, vous laissez couler l'eau, où va l'eau? Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça, mais nous sommes dans un système d'exploitation des sols qui interdit de réagir contre ce constat qui pourtant est évident. Non, Gilles, je m'inscris en faux. Justement, c'est peut-être aussi une manière de rebondir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur le salon des agricultures. Il y a aujourd'hui des modes d'exploitation, il y a des modes d'aménagement, il y a des communes en France. Ils sont tellement minoritaires. Bien, mais évidemment, c'est tout le problème. Ils sont tellement muselés par les autres modes de production. Oui. Mais vous savez qu'aujourd'hui, et je le vois dans les émissions que je produis et qui sont notamment diffusées sur RCF, Durablement Vôtre, moi je fais un métier formidable parce que je rencontre tous les jours des gens formidables qui font des choses formidables. Et aujourd'hui, je dis qu'il y a plein de petites lumières qui s'allument, mais pour l'instant, c'est plus un ciel étoilé. Ça ne fait pas encore soleil. Mais on va y venir. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a de l'espoir. Il est trop tard pour être pessimiste. J'aime bien la formule, il est trop tard pour être pessimiste. Solar Impulse, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que c'est une aventure de farfelu, de type un peu riche qui ne sait pas quoi faire de son argent ni de son temps, ou est-ce que c'est une perspective d'avenir ? J'aime bien que vous fassiez référence à l'une de ces chroniques aussi, de ce livre, Gilles Laporte. Oui, Solar Impulse, c'est ce tour du monde en avion solaire, entièrement solaire. Véritable prouesse technologique, et je faisais le parallèle dans cette chronique entre la première traversée de la Manche par Blériot,
où j'imagine que arrivant en Angleterre, les gens se moquent de lui parce qu'il faut imaginer l'avion qu'il a utilisé à l'époque, c'était du papier de soie, vous vous rendez compte, c'était des cordes à piano qu'il a utilisé. Bref, c'était du bricolage. Et je fais le parallèle, et j'imagine que des journalistes lui posent la question en disant alors que voyez-vous l'avenir de l'aviation? Et Blair répond dans quelques années, dans une centaine d'années, on aura l'A380 qui pourra transporter près de 400 ou 500 personnes. Évidemment, les gens le prennent pour des fous. Eh bien, aujourd'hui, on en est au même stade. C'est-à-dire que les gens qui se moquent de Solar Impulse en disant mais ça marchera jamais, sont probablement les mêmes qui se moquaient de l'état de l'aviation à ce moment-là. Quel est le sujet qui vous préoccupe le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le lieu d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, par exemple, ou un autre sujet? C'est un tout. Bure en fait évidemment partie, d'abord parce que nous sommes en Lorraine, ensuite parce que Bure présente, c'était le titre d'ailleurs, c'était le thème de ma chronique de lundi, présente beaucoup de parallèles et de points communs avec Notre-Dame-des-Landes. D'abord parce que c'est un choix que nous assumons et qu'on nous oblige à assumer aujourd'hui, alors qu'il a été pris au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier, Gilles, que la France s'est engagée dans la voie atomique et dans le nucléaire dès 1945, par la création par De Gaulle du comité atomique. L'énergie atomique, oui. Voilà, c'est ça. Et pareil, Notre-Dame-des-Landes a été conçue à l'origine pour le Concorde. On sait ce qu'il en est devenu. Donc, un peu de réalisme, arrête. Et puis alors, vous savez, dans l'énergie nucléaire, l'industrie nucléaire a longtemps, et continue encore à le faire, a longtemps balancé ses déchets dans la mer. Merci, cher Éric Mutschler. Vous avez compris que ce livre, il faut absolument le lire, Durablement Vôtre, les chroniques de 2015 à 2016, chroniques qui ont été publiées d'abord sur RCF. Merci, c'est un livre passionnant qui nous met face à nos responsabilités, mais qui n'exclut pas pour autant le plaisir de la lecture parce que c'est un très bon style. Merci, Éric. Merci, Gilles.